En septembre 1863, un homme fut admis à l'hôpital de la Salpêtrière sous le nom de Pierre Dubois. Le lendemain matin, il insistait pour être appelé Henri Valéry. 3 jours plus tard, il était devenu Claude Beaumont. Chaque transformation s'accompagnait d'une nouvelle écriture, d'une nouvelle voix, d'une nouvelle histoire personnelle si détaillée qu'elle semblait authentique. Jean-Martin Charcot, alors jeune médecin ambitieux de 38 ans, n'avait jamais rencontré un cas similaire dans toute la littérature médicale de son époque. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et dites-moi en commentaire de quelle ville vous nous écoutez. Cette histoire pourrait avoir eu lieu près de chez vous. Qui sait? Ce que Charcot ignorait en acceptant ce patient mystérieux, c'est qu'il venait de plonger dans une enquête qui révélerait l'un des secrets les plus troublants du Second Empire français. L'hôpital de la Salpêtrière dominait alors le 13e arrondissement parisien comme une citadelle de la misère humaine. Construite au XVIIe siècle sur l'ancien emplacement d'un arsenal à poudre, cette institution était devenue sous Napoléon III un laboratoire médical où se mêlaient les dernières avancées scientifiques et les préjugés les plus tenaces de l'époque. En cette fin d'été 1863, Paris vibrait encore de l'euphorie des grands travaux d'Haussmann. Les boulevards nouveaux éventraient les quartiers anciens, chassant vers la périphérie une population ouvrière que l'Empire préférait tenir à distance du centre du pouvoir. Chaque jour, des familles entières étaient déplacées pour faire place aux immeubles bourgeois et aux larges artères destinées à faciliter les mouvements de troupes en cas d'émeute. Cette transformation brutale de la capitale créait une masse de déracinés, d'inadaptés, de personnes brisées par le changement social. La Salpêtrière recueillait les débris humains de cette métamorphose urbaine. Prostituées, chassées des maisons de tolérance fermées par la nouvelle morale impériale. Vagabondes expulsées des taudis démolis, aliénées de toute condition sociale dont les familles ne voulaient plus. Femmes tombées en disgrâce pour avoir défié les conventions de la société bourgeoise triomphante. L'hôpital comptait alors près de 4000 pensionnaires répartis dans des bâtiments vétustes où l'humidité suintait des murs de pierre. Jean-Martin Charcot évoluait dans cet univers avec l'assurance d'un homme qui croyait fermement au progrès de la médecine. Fils d'un carrossier parisien qui avait économisé sou après sou pour payer les études de son fils brillant, il avait gravi les échelons hospitaliers grâce à une intelligence remarquable et une ambition dévorante. Ses collègues respectaient sa méthode rigoureuse d'observation clinique, mais certains murmuraient qu'il cherchait trop la notoriété, qu'il avait tendance à voir des cas extraordinaires, là où d'autres ne voyaient que de banales pathologies. En 1862, il avait été nommé médecin des hospices et rêvait déjà de révolutionner la neurologie naissante. Son service, situé dans l'aile ouest de l'hôpital, occupait 2 étages d'un bâtiment du XVIIIe siècle, au plafond voûté et aux fenêtres grillagées. Les salles communes abritaient une trentaine de femmes hystériques, mais il disposait également de quelques chambres individuelles pour les cas particuliers. C'est dans l'une de ces chambres, au 1er étage, face à la cour d'honneur, qu'il fit installer l'homme qui allait bouleverser sa carrière. L'homme qui se présenta ce jour de septembre était âgé d'environ 45 ans, de taille moyenne, aux cheveux châtains clairsemés et aux yeux d'un brun indéfinissable. Sa peau portait les marques d'une vie laborieuse, des callosités aux mains qui trahissaient un métier manuel, mais ses ongles étaient soignés et ses dents en bon état, signe d'une certaine aisance. Ses vêtements, bien que propres et correctement ajustés, montraient des reprises discrètes et cette patine particulière des étoffes portées longtemps, avec soin. Rien dans son apparence ne laissait présager l'extraordinaire complexité de son cas. Sa chambre, meublée d'un lit de fer, d'une table et d'une chaise de paille, donnait sur la cour où les pensionnaires prenaient leur exercice quotidien. Une lucarne haute laissait filtrer la lumière grise de l'automne parisien. C'est dans ce décor austère que allait se dérouler l'une des enquêtes médicales les plus troublantes du XIXe siècle. Pierre Dubois, c'était le nom sous lequel il avait été admis, avait été amené par les autorités après avoir été trouvé errant dans les rues du Marais, apparemment désorienté mais parfaitement lucide.
Selon le rapport de police, il avait été découvert par une patrouille vers 3 heures du matin, assis sur un banc de la place des Vosges, fixant les fenêtres éteintes des hôtels particuliers. Quand les sergents de ville l'avaient approché, il avait levé vers eux un regard absent et avait murmuré « Je ne sais plus où j'habite ». L'interrogatoire de routine avait révélé un homme parfaitement cohérent dans ses réponses, capable de réciter son état civil complet, son adresse professionnelle, même le nom de ses voisins. Mais quelque chose dans son attitude inquiétait les policiers expérimentés. Une sorte de détachement étrange, comme s'il parlait de la vie de quelqu'un d'autre. Il affirmait avoir été victime d'une agression près de la Bastille et avoir perdu une partie de sa mémoire récente, mais ne portait aucune trace de violence. Le médecin de la préfecture, consulté en urgence, n'avait décelé aucune blessure physique. Face à ce cas ambigu, ni véritablement fou ni complètement normal, les autorités avaient choisi la solution de facilité, l'internement temporaire à la Salpêtrière pour observation médicale. Le premier matin de son internement, Charcot procéda à l'examen habituel dans son bureau lambrissé qui sentait encore l'encre et le papier des dossiers accumulés. Le patient répondit avec une précision remarquable aux questions concernant Pierre Dubois, employé de commerce domicilié rue des Rosiers. Il décrivit en détail sa boutique de mercerie, l'agencement des rayonnages, la couleur des rideaux, l'emplacement du comptoir de chêne ciré. Il évoqua ses habitudes quotidiennes avec une minutie presque obsessionnelle. Le café pris chaque matin chez Madame Bertin au coin de la rue, la lecture du Constitutionnel vers 11 heures, la promenade digestive après le dîner du soir. Il parla de ses relations familiales avec une émotion qui sembla sincère. Sa sœur Marie, couturière dans le faubourg Saint-Antoine, qu'il visitait chaque dimanche après la messe de Saint-Paul. Son neveu Paul, apprenti menuisier, pour lequel il économisait afin de l'aider à s'établir, sa logeuse, Madame Roussel, veuve respectable qui tenait une pension bourgeoise et lui préparait ses repas. Tout semblait normal, cohérent, vérifiable. Charcot nota soigneusement ces détails dans son carnet relié de cuir noir, observant discrètement les gestes du patient, sa façon de croiser les jambes, de porter la main à son front quand il cherchait un souvenir. L'homme parlait avec les intonations typiques du petit commerce parisien, ce mélange de familiarité et de respect qui caractérisait les rapports avec la clientèle bourgeoise. Tout semblait normal, jusqu'à ce que l'infirmière-chef, sœur Marie-Augustine, vienne rapporter à Charcot une observation troublante. Cette religieuse de 58 ans, ancienne novice de l'ordre de Saint-Vincent de Paul, avait consacré sa vie au service des malades. 40 années d'expérience hospitalière avaient aiguisé son instinct et développé chez elle une capacité d'observation que respectaient même les médecins les plus expérimentés. « Docteur », dit-elle de sa voix grave marquée par 40 années de service hospitalier, « cet homme ne dort pas comme les autres. Je l'ai observé cette nuit lors de ma ronde de 2 heures. Il reste éveillé pendant des heures, allongé sur le dos, les yeux grands ouverts, fixant le plafond. Et il bouge les lèvres sans émettre aucun son, comme s'il récitait quelque chose par cœur, ou comme s'il parlait avec quelqu'un d'invisible. » Elle marqua une pause, cherchant ses mots avec la prudence de celle qui avait appris à ne pas paraître superstitieuse. Ce qui m'a le plus frappé, c'est qu'il semblait suivre une conversation. Parfois il hochait la tête, parfois il fronçait les sourcils comme s'il écoutait quelque chose de désagréable. Une fois, j'ai même cru l'entendre murmurer « Non, c'est faux » ou quelque chose de ce genre. Charcot nota cette observation dans son carnet, mais n'y attacha pas d'importance immédiate. L'insomnie était fréquente chez les nouveaux internés, et beaucoup de patients parlaient seuls, surtout la nuit quand l'angoisse se faisait plus pressante. Ce n'est que le lendemain matin que l'extraordinaire se produisit. En arrivant pour sa visite quotidienne vers 9 heures, après avoir consacré sa matinée à la correspondance administrative et à la consultation des cas féminins, Charcot trouva le même homme assis sur son lit, mais quelque chose avait radicalement changé. Sa posture était différente, plus droite, presque militaire. Ses épaules étaient rejetées en arrière, son menton légèrement relevé dans une attitude de défi contrôlé.
Même sa façon de tenir ses mains avait évolué, les doigts écartés et posés fermement sur ses genoux, comme un sous-officier au garde-à-vous. Quand il leva les yeux vers le médecin, son regard avait acquis une fixité nouvelle, une dureté métallique qui contrastait totalement avec la douceur bourgeoise de la veille. Et quand il parla, sa voix avait pris une intonation plus grave, légèrement rauque, avec cet accent particulier des hommes qui ont longtemps commandé en plein air. « Bonjour, docteur. Je crois qu'il y a une erreur dans mon dossier. Je ne suis pas Pierre Dubois. Je suis Henri Valéry, ancien sous-officier du 200e régiment d'infanterie, matricule 3215. » Charcot, interloqué, consulta immédiatement ses notes de la veille. Aucun doute possible. Le même homme lui avait donné la veille des détails précis et cohérents sur la vie de Pierre Dubois. Il observa attentivement le patient, cherchant des signes de simulation ou de comédie, mais ne décela rien d'autre qu'une transformation stupéfiante qui semblait parfaitement naturelle. Il décida de jouer le jeu et interrogea le patient sur cette nouvelle identité, s'attendant à déceler rapidement les failles d'une imposture. Mais Henri Valéry se révéla aussi précis et détaillé que l'avait été Pierre Dubois. L'ancien militaire raconta alors avec une précision saisissante sa carrière dans l'armée d'Afrique. Il évoqua ses campagnes en Algérie avec le réalisme cru de celui qui a vécu la guerre coloniale. Les marches forcées dans le désert, la soif qui rendait fou, les embuscades des tribus rebelles, les nuits glaciales après les journées torrides. Il décrivit la bataille de Zaatcha en 1849 avec une exactitude troublante, mentionnant les noms des officiers, la disposition des troupes, même l'odeur de poudre et de sang qui avait imprégné sa capote pendant des semaines. Sa blessure, un éclat d'obus qui lui avait entaillé la cuisse gauche, il la raconta avec la précision anatomique de celui qui a senti la chair se déchirer et l'os se fêler. Il montra même à Charcot une cicatrice sur sa jambe, longue trace blanchâtre qui correspondait parfaitement à sa description. Il parla de ses décorations avec la fierté contenue du soldat. La médaille d'Afrique, la croix de la valeur militaire, citations à l'ordre du régiment pour des actes de bravoure qu'il décrivait sans forfanterie, avec la modestie de celui qui a fait son devoir. Ses supérieurs, il les évoquait avec le respect, mêlé de crainte du sous-officier. Le colonel Berthier, homme juste mais inflexible. Le capitaine Bertrand, officier sorti du rang qui comprenait ses hommes. Le lieutenant Moreau, jeune Saint-Cyrien courageux mais inexpérimenté. Ses camarades de régiment prenaient vie sous ses mots. Le sergent Poulain, ancien braconnier devenu excellent tirailleur. Le caporal Janet, parisien débrouillard, qui trouvait toujours le moyen de se procurer du tabac. Le soldat Michaud, breton taciturne qui sculptait des petites figurines pendant les heures de veille. Il décrivit la garnison de Sidi Bel Abbès avec tant de détails que Charcot, qui n'avait jamais quitté la France, ne put déceler la moindre incohérence. L'organisation des casernements, la routine quotidienne, les permissions à hors rang, même la qualité déplorable de la nourriture et les moyens inventés par les soldats pour l'améliorer. Plus troublant encore, l'écriture du patient avait changé du tout au tout. Là où Pierre Dubois traçait des lettres arrondies et penchées vers la droite, avec les fioritures caractéristiques de l'écriture commerciale, Henri Valéry écrivait d'une main ferme et droite, avec les abréviations et les tournures caractéristiques de la correspondance militaire. Quand Charcot lui demanda de rédiger un court rapport sur sa journée précédente, l'homme produisit un texte parfaitement conforme aux usages de l'armée, avec les formules réglementaires, la structure logique, même la signature réglementaire avec le grade et le matricule. Charcot passa la journée à observer ce nouvel homme, notant chaque détail de son comportement. Henri Valéry se tenait droit même au repos, mangeait rapidement et proprement comme quelqu'un habitué à la discipline des repas militaires, s'adressait aux infirmières avec le respect distant du soldat pour l'autorité civile. Quand un autre patient devint agité dans la salle commune, il réagit instinctivement en se levant et en adoptant une posture d'alerte, comme si ses réflexes militaires reprenaient le dessus. Le soir venu, Charcot quitta l'hôpital avec plus de questions que de réponses. Était-il face à un cas de dédoublement de personnalité? À un simulateur d'un talent extraordinaire?
ou à quelque chose de plus mystérieux encore? Au cours des jours suivants, Charcot observa avec fascination et inquiétude croissante les métamorphoses successives de son patient. Après Henri Valéry vint Claude Beaumont, professeur de latin dans un collège de province. Cette transformation s'opéra encore une fois pendant la nuit, comme si le sommeil permettait à une nouvelle identité d'émerger des profondeurs de l'esprit malade. Claude Beaumont parlait avec l'élégance un peu pédante de l'universitaire de province. Sa culture classique était impressionnante. Il citait Cicéron et Virgile dans le texte, dissertait sur la grammaire latine avec une précision qui força l'admiration de Charcot lui-même, pourtant rompu aux subtilités de l'enseignement médical. Il évoquait avec nostalgie ses années d'enseignement au collège Saint-Joseph de Tours, ses élèves dont il gardait un souvenir attendri, ses collègues professeurs avec leurs manies et leurs querelles intestines. Sa voix avait pris les intonations mesurées de l'homme habitué à se faire écouter de jeunes auditoires. Ses gestes étaient devenus plus théâtraux, avec cette tendance à souligner ses paroles de mouvement de la main caractéristique des pédagogues. Même sa façon de regarder avait changé. Il fixait son interlocuteur avec cette attention soutenue de celui qui juge en permanence le niveau de compréhension de son auditoire. Puis vint Eugène Morillon, commis aux Écritures dans une administration parisienne. Cette personnalité était plus terne, plus effacée que les précédentes. Morillon parlait avec la résignation de l'employé subalterne, évoquait avec lassitude la routine administrative, les hiérarchies tatillonnes, les collègues mesquins et les petites combines nécessaires à la survie dans les bureaux. Il décrivait par le menu l'organisation des services de la préfecture de police avec une précision maniaque qui trahissait des années de familiarité avec ses rouages bureaucratiques. Chaque personnalité apportait ses propres souvenirs, ses propres manières, sa propre calligraphie. Charcot avait constitué un dossier pour chacune, notant scrupuleusement les détails, comparant les écritures, analysant les différences de vocabulaire et d'intonation. Jamais il n'avait rencontré de cas similaires dans toute la littérature médicale de son époque. Les transformations survenaient généralement pendant la nuit, mais Charcot remarqua qu'elles pouvaient être déclenchées par certains stimuli. Un uniforme d'infirmier, aperçu par la fenêtre, pouvait faire ressurgir Henri Valéry. Un livre latin trouvé dans la bibliothèque de l'hôpital ramenait Claude Beaumont. Une conversation sur l'administration parisienne réveillait Eugène Morillon. La rigueur scientifique de Charcot le poussait à chercher une explication rationnelle. Il avait lu les travaux récents sur l'hystérie masculine et les troubles de la personnalité, consulté les ouvrages de Pinel et Esquirol sur l'aliénation mentale, étudié les cas de somnambulisme rapportés par ses confrères allemands. Mais rien ne correspondait exactement à ce qu'il observait. Ses confrères, consultés discrètement lors des réunions hebdomadaires de l'Académie de médecine, évoquaient la simulation ou la démence précoce, mais Charcot sentait que la vérité était ailleurs. C'est en interrogeant plus précisément chaque personnalité qu'il découvrit le premier élément véritablement troublant. Henri Valéry, le militaire, mentionnait régulièrement un certain capitaine Bertrand comme son supérieur direct pendant la campagne d'Algérie. Il évoquait cet officier avec respect et affection, racontait des anecdotes précises sur son caractère, ses habitudes, même ses expressions favorites. Or, Charcot connaissait un médecin militaire retraité, le docteur Pellerin, qui avait servi longtemps en Afrique du Nord. Une lettre discrète envoyée à ce confrère lui confirma l'existence du capitaine Bertrand. Charles-Auguste Bertrand, né à Dijon en 1818, officier d'infanterie coloniale, effectivement mort du typhus à Sidi Bel Abbès en 1852. Le docteur Pellerin se souvenait même de lui, l'ayant soigné pendant ses dernières semaines. Sa description correspondait trait pour trait au portrait qu'en avait dressé Henri Valéry. Claude Beaumont, le professeur, parlait avec émotion de ses anciens élèves du collège Saint-Joseph de Tours. Il citait des noms précis, racontait des anecdotes détaillées sur leur caractère et leur performance scolaire. Il évoquait ses collègues avec une familiarité qui ne pouvait venir que d'une longue cohabitation. Monsieur Duroc, le professeur de sciences naturelles qui collectionnait les papillons,
Madame Tessier, la surveillante générale redoutée pour sa sévérité. L'abbé Fournier, aumônier de l'établissement qui cachait une passion secrète pour la botanique. Charcot écrivit discrètement au proviseur de l'établissement, prétextant une enquête médicale sur les conditions de vie des enseignants. La réponse qu'il reçut le glaça jusqu'aux os. Claude Beaumont avait effectivement enseigné dans ce collège de 1855 à 1858. Excellent pédagogue, apprécié de ses élèves et respecté de ses collègues, il avait quitté son poste brutalement en mars 1858, suite à une mystérieuse affaire que l'administration préférait ne pas évoquer. La correspondance officielle mentionnait seulement des raisons personnelles impérieuses. On n'avait plus jamais entendu parler de lui. Eugène Morillon prétendait avoir travaillé à la préfecture de police de 1859 à 1860. Ses descriptions de l'organisation interne des bureaux, des procédures administratives, des petits scandales de couloir étaient d'une précision déconcertante. Il connaissait les noms des chefs de service, les rivalités entre départements, même l'emplacement des différents bureaux dans le dédale de la préfecture. Il évoquait ses collègues avec la familiarité blasée de l'employé de longue date. Monsieur Carré, chef de bureau tyrannique mais juste. Leblond, collègue paresseux qui se faisait porter pâle tous les lundis. Mademoiselle Huette, dactylo efficace mais médisante. Charcot, par l'intermédiaire d'un ami magistrat, apprit qu'un Eugène Morillon avait effectivement été employé rue de Jérusalem pendant cette période. Employé modèle au début, il avait progressivement perdu la confiance de ses supérieurs à cause de négligences répétées et de retards inexpliqués. Il avait disparu mystérieusement de son domicile en octobre 1860, laissant derrière lui des dettes et une réputation ternie par des rumeurs de corruption mineure. Plus Charcot creusait, plus l'évidence s'imposait. Toutes ces identités correspondaient à des hommes réels, et tous semblaient avoir connu une fin prématurée ou mystérieuse. L'automne 1863 apporta de nouveaux développements inquiétants. Le patient, désormais surnommé « l'homme au visage » par le personnel hospitalier, continuait ses métamorphoses nocturnes avec une régularité troublante. Il était devenu tour à tour Théodore Blanchard, horloger minutieux de la rue Saint-Antoine, Amédée Fontaine, clerc de notaire aux manières obséquieuses, Victor Chabrier, voyageur de commerce au bagout intarissable. Chaque nouvelle identité apportait son lot de détails précis et vérifiables. Théodore Blanchard décrivait avec la passion de l'artisan les mécanismes les plus complexes, expliquait les subtilités de son métier avec un vocabulaire technique parfait. Ses mains semblaient garder la mémoire des gestes précis. Quand Charcot lui apporta une montre déréglée, l'homme l'examina avec l'œil exercé du spécialiste et diagnostiqua immédiatement le problème. Il dessina même de mémoire le plan d'un mouvement d'horlogerie particulièrement complexe, avec une précision qui impressionna un véritable horloger consulté par Charcot. Amédée Fontaine possédait une connaissance encyclopédique du droit civil et commercial. Il citait les articles du Code Napoléon, expliquait les subtilités juridiques avec la précision du praticien expérimenté. Il évoquait les affaires qu'il avait traitées avec une familiarité professionnelle troublante. Succession compliquée, partage difficile, querelle d'héritage qui avait mobilisé l'étude pendant des mois. Victor Chabrier racontait ses voyages commerciaux avec la verve du conteur né. Il décrivait les routes de province, les auberges recommandables et les autres, les habitudes de chaque région, les dialectes locaux qu'il avait appris à comprendre pour mieux vendre ses marchandises. Sa connaissance de la géographie française était remarquable, et il pouvait dessiner de mémoire des itinéraires précis entre les villes les plus éloignées. Charcot avait constitué un dossier volumineux sur chacune de ces personnalités. Il menait ses recherches avec la discrétion d'un enquêteur, conscient que cette affaire dépassait largement le cadre médical habituel. Ses correspondances avec les administrations, les anciens employeurs, les témoins épars, lui révélaient un schéma de plus en plus troublant. Tous ces hommes avaient réellement vécu,
et tous avaient connu des fins étranges. Les dossiers s'accumulaient sur le bureau de Charcot, formant une montagne de preuves qui dessinait peu à peu un puzzle terrifiant. Théodore Blanchard avait fermé subitement son atelier Prosper de la rue Saint-Antoine en septembre 1859, prétextant un voyage pour raison de santé. Ses voisins se souvenaient de lui comme d'un homme paisible et méticuleux qui n'avait jamais parlé de problèmes de santé. Il avait liquidé son stock dans la précipitation, vendu ses outils à un confrère étonné et était parti un matin sans laisser d'adresse. On ne l'avait jamais revu. Amédée Fontaine avait quitté l'étude de maître Duval du jour au lendemain en juin 1861, abandonnant un poste enviable sans explication. Le notaire, interrogé discrètement par un confrère de Charcot, se souvenait d'un employé modèle, d'une ponctualité irréprochable, qui connaissait par cœur tous les dossiers de l'étude. Sa disparition brutale avait causé de sérieux désagréments, plusieurs affaires importantes ayant dû être retardées. Fontaine n'était jamais revenu chercher ses affaires personnelles, pas même ses économies restées en dépôt chez son patron. Victor Chabrier était parti pour une tournée commerciale en province au printemps 1862 et n'était jamais rentré chez lui. Sa logeuse avait attendu plusieurs mois avant de louer sa chambre à un autre locataire. Ses échantillons et ses catalogues étaient restés dans l'armoire, comme s'il avait prévu revenir le soir même. Ses employeurs, une maison de négoce spécialisée dans les tissus, avaient fini par le radier de leur registre et embaucher un remplaçant. Le plus troublant était la période à laquelle ces disparitions s'étaient échelonnées, de 1855 à 1862. 7 années pendant lesquelles des hommes d'âge mûr, de conditions moyennes, célibataires pour la plupart, avaient régulièrement disparu de la circulation parisienne sans laisser de traces. Tous étaient discrets, sans famille proche, avec des habitudes régulières qui auraient dû rendre leur absence immédiatement remarquable. Charcot commençait à entrevoir une vérité terrifiante. Et si son patient n'était pas un malade mental, mais quelque chose de bien plus sinistre? L'hypothèse qui germait dans son esprit était si monstrueuse qu'il osait à peine la formuler, même dans le secret de ses pensées. Cet homme pouvait-il être responsable de la disparition de tous ces individus? Avait-il trouvé un moyen d'absorber leur identité après les avoir éliminés? Cette théorie expliquait la précision surnaturelle des détails fournis par chaque personnalité. Si le patient avait vécu aux côtés de ses victimes, s'il les avait observées, interrogées, peut-être torturées avant de les tuer, il aurait pu acquérir cette connaissance intime de leurs existences. Mais une telle monstruosité était-elle humainement possible? Charcot se mit à observer son patient avec un œil nouveau. Il cherchait des signes de violence, des traces de culpabilité, des failles dans ses personnalités trop parfaites. Mais plus il regardait, plus il était troublé par la sincérité apparente de chaque transformation. L'homme ne semblait pas jouer un rôle. Il devenait réellement, totalement, chacune de ses identités. L'hiver 1863 fut particulièrement rigoureux à Paris. Dans les salles glaciales de la Salpêtrière, les patients se serraient autour des maigres braseros et l'atmosphère devenait plus pesante avec les jours raccourcis. C'est dans ce climat oppressant que Charcot découvrit la pièce du puzzle qui allait tout changer. Un matin de décembre, il trouva son patient transformé en Lucien Maréchal, antiquaire du quartier Saint-Germain. Cette nouvelle personnalité se distinguait des autres par une érudition remarquable et une connaissance approfondie de l'art et de l'histoire. Lucien Maréchal parlait avec passion de manuscrits rares, d'objets précieux, de collections privées appartenant aux familles aristocratiques de la capitale. Il évoquait sa boutique de la rue de Seine avec une précision troublante. L'odeur de cire et de vieux cuir qui imprégnait l'atmosphère, l'emplacement exact de chaque meuble et de chaque vitrine, la clientèle raffinée qui fréquentait son établissement. Il décrivait avec une émotion sincère ses pièces les plus précieuses, un manuscrit enluminé du XIVe siècle, un coffret d'ivoire byzantin, une série de miniatures persanes d'une finesse extraordinaire.
Mais surtout, pour la première fois depuis le début de son internement, cette personnalité évoqua spontanément un événement récent qui avait marqué sa vie professionnelle. Un cambriolage mystérieux qui avait eu lieu dans sa boutique quelques semaines avant sa disparition. L'affaire l'obsédait visiblement, car il y revenait sans cesse dans ses monologues. « Ce n'était pas un vol ordinaire, docteur », expliquait-il à Charcot avec une agitation croissante. Le cambrioleur savait exactement où chercher. Il a ignoré des pièces de valeur exposées en évidence pour s'emparer d'objets cachés dans ma réserve privée. Des objets dont seul moi et mon assistant connaissions l'existence. Lucien Maréchal décrivait le crime avec une précision qui impressionnait Charcot. Le voleur était entré par une fenêtre donnant sur la cour intérieure, une ouverture si discrète qu'elle échappait aux regards indiscrets. Il avait forcé le coffre-fort avec une habileté professionnelle, sans laisser de traces inutiles. Plus troublant encore, il avait choisi ses cibles avec un discernement parfait. Un collier de perles baroques, estimé à 1000 francs, un calice médiéval en or massif, une bague sigillière ayant appartenu à un cardinal du XVIe siècle. Ces objets n'étaient même pas répertoriés dans mon catalogue officiel, continuait l'antiquaire avec amertume. Je les gardais pour des clients très particuliers, des collectionneurs qui appréciaient la discrétion. Seul Pierre savait où je les cachais. Pierre. Ce prénom résonna dans l'esprit de Charcot comme un glas. Il interrogea plus précisément Lucien Maréchal sur cet assistant mystérieux. L'homme décrivit alors Pierre Dubois comme un employé modèle, d'une intelligence vive et d'une mémoire exceptionnelle. Arrivé dans la boutique 6 mois plus tôt, il s'était rapidement rendu indispensable par sa connaissance surprenante des objets d'art et sa capacité à séduire la clientèle la plus exigeante. Il avait un don remarquable pour comprendre les gens, expliquait Maréchal. En quelques minutes de conversation, il cernait les goûts d'un client, ses moyens financiers, ses faiblesses. Il savait exactement quel objet lui présenter pour éveiller son désir d'acquisition. Mais Pierre Dubois avait aussi une curiosité dévorante qui avait fini par inquiéter son patron. Il posait des questions incessantes sur l'origine des pièces, leur histoire, leurs anciens propriétaires. Il voulait tout savoir. Les techniques de fabrication, les critères d'authentification, les réseaux de revendeurs, les habitudes des collectionneurs les plus fortunés. Je croyais qu'il cherchait à apprendre le métier pour s'établir à son compte, avouait Maréchal avec amertume. En réalité, il préparait son coup. Il étudiait mes méthodes, mes relations, mes secrets commerciaux. L'enquête que mena discrètement Charcot confirma l'existence de ce cambriolage. Les archives de police mentionnaient effectivement un vol commis chez l'antiquaire Lucien Maréchal rue de Seine, dans la nuit du 15 au 16 mai 1862. Le rapport officiel notait la précision du crime et soulignait que le propriétaire soupçonnait son propre assistant. Mais le plus troublant était la suite de l'histoire. Quelques jours après le vol, Pierre Dubois avait disparu. Lucien Maréchal, rongé par l'angoisse et la colère, avait mené sa propre enquête pour retrouver son ancien employé. Ses recherches l'avaient mené dans des quartiers de plus en plus sombres de Paris, où il avait fini par rencontrer des individus louches qui semblaient connaître Pierre Dubois sous d'autres noms. C'est au cours de cette quête obsessionnelle que Maréchal avait lui-même disparu. Sa sœur, qui tenait sa correspondance, avait reçu une dernière lettre datée du 28 mai, dans laquelle l'antiquaire annonçait avoir enfin trouvé la trace de son voleur et s'apprêtait à le confronter. Le nom résonna dans l'esprit de Charcot comme un coup de tonnerre. Pierre Dubois, la première identité sous laquelle son patient s'était présenté à l'hôpital. L'assistant de Maréchal était-il le véritable visage de cet homme mystérieux? Cette révélation ouvrit une nouvelle phase dans l'enquête de Charcot. Il commença à rechercher systématiquement les traces de Pierre Dubois dans l'entourage de chacune des personnalités incarnées par son patient. Ce qu'il découvrit le glaça d'effroi. Pierre Dubois avait effectivement travaillé chez plusieurs des hommes disparus. Employé temporaire chez l'horloger Théodore Blanchard pendant l'été 1859, il s'était fait remarquer par sa dextérité et sa rapidité d'apprentissage.
Blanchard, interrogé rétrospectivement par d'anciens clients, avait vanté les qualités de cet assistant providentiel qui l'avait aidé à écouler un stock important avant ses mystérieuses vacances pour raisons de santé. Chez le notaire Maître Duval, Pierre Dubois était apparu comme aide-copiste occasionnel au printemps 1861. Il avait travaillé aux côtés d'Amédée Fontaine sur plusieurs dossiers importants, se montrant d'une discrétion exemplaire et d'une efficacité remarquable. Fontaine lui-même avait recommandé chaleureusement ce jeune homme travailleur à son patron, quelques semaines seulement avant de quitter brutalement l'étude. Pour Victor Chabrier, le voyageur de commerce, Pierre Dubois était devenu guide bénévole lors de plusieurs tournées provinciales au début de l'année 1862. Chabrier, homme sociable mais naïf, avait apprécié la compagnie de ce compagnon cultivé qui connaissait si bien les routes de France. Plusieurs témoins se souvenaient de les avoir vus ensemble dans des auberges de province, Pierre Dubois payant souvent les consommations avec une générosité qui surprenait pour un homme sans fortune apparente. Un schéma se dessinait avec une netteté terrifiante. Pierre Dubois se faisait systématiquement embaucher ou se rapprochait d'hommes seuls, sans famille proche, possédant quelques biens ou quelques secrets. Il étudiait minutieusement leurs habitudes, leurs relations, leurs histoires personnelles, leurs faiblesses. Il gagnait leur confiance, devenait leur confident parfois. Puis, invariablement, il disparaissait, et Pierre Dubois changeait d'identité pour recommencer ailleurs sa sinistre besogne. Mais le plus terrifiant restait à venir. En fouillant systématiquement les archives de la préfecture de police avec l'aide de son ami magistrat, Charcot découvrit qu'un Pierre Dubois avait été recherché dès 1854 pour une série d'escroqueries et de vols. Le signalement physique correspondait parfaitement à son patient. Taille moyenne, cheveux châtains, yeux bruns, environ 40 ans. Aucun signe particulier. Mais plus troublant encore, les délits attribués à ce Pierre Dubois révélaient une progression inquiétante dans la gravité des crimes. D'abord, simple pickpocket spécialisé dans les bourgeois aisés, il était devenu escroc, puis cambrioleur, s'attaquant à des cibles de plus en plus importantes. Les derniers rapports de police, datés de 1853, mentionnaient qu'il était soupçonné d'avoir participé à la disparition mystérieuse d'un riche marchand de soieries, mais les preuves avaient été insuffisantes pour l'inculper. Cet homme sévissait donc depuis près de 10 ans dans Paris et ses environs, perfectionnant sans cesse ses méthodes, devenant de plus en plus audacieux dans ses entreprises criminelles. La question qui hantait désormais Charcot était simple et terrifiante. Que faisait-il exactement de ses victimes? Car si Pierre Dubois avait simplement volé puis tué ses hommes, comment expliquer que son patient puisse incarner si parfaitement leur personnalité? Il ne suffisait pas d'observer quelqu'un pour connaître tous ses souvenirs d'enfance, ses habitudes les plus intimes, ses secrets les plus profonds. Il fallait bien plus que cela. Une hypothèse monstrueuse commençait à germer dans l'esprit scientifique de Charcot. Et si Pierre Dubois ne se contentait pas de tuer ses victimes? Et s'il les séquestrait d'abord, les interrogeait longuement, les torturait peut-être pour leur arracher tous leurs souvenirs, tous leurs secrets, toute leur identité, avant de les éliminer? Cette théorie expliquait la précision surnaturelle des détails fournis par chaque personnalité incarnée par le patient. Si Dubois avait passé des semaines, voire des mois, à extorquer à ses victimes leurs souvenirs les plus intimes, il aurait effectivement pu acquérir cette connaissance totale de leurs existences. Mais alors, où séquestrait-il ses victimes? Comment procédait-il exactement? Et surtout, que faisait-il de leur corps? Charcot se mit à observer son patient avec un œil nouveau. Il cherchait des signes de violence, des traces de culpabilité, des failles dans ses personnalités trop parfaites. Mais plus il regardait, plus il était troublé par la sincérité apparente de chaque transformation. L'homme ne semblait pas jouer un rôle. Il devenait réellement, totalement, chacune de ses identités. C'est alors que se produisit un incident qui bouleversa complètement la perspective de Charcot sur cette affaire. Un soir de janvier 1864,
Alors qu'il s'apprêtait à quitter l'hôpital après une longue journée de consultation, il fut alerté par des cris provenant du service. Il accourut et trouva son patient, qui était ce jour-là dans la peau du professeur Claude Beaumont, en proie à une crise de violence inexplicable. L'homme était debout au milieu de sa chambre, le visage déformé par la terreur, hurlant des phrases incohérentes. « Non, je ne dirai rien de plus. Vous savez tout maintenant. Laissez-moi tranquille. Je ne peux pas. Je ne peux plus supporter vos questions. » Il semblait s'adresser à quelqu'un d'invisible, suppliant une présence fantomatique de cesser un interrogatoire qui n'existait que dans son esprit malade. Les infirmiers tentaient de le calmer, mais il les repoussait avec une force surprenante, continuant ses supplications désespérées. « Pitié, gémissait-il. Je vous ai tout dit sur mes élèves, sur mes collègues, sur ma famille. Que voulez-vous savoir de plus? Mon enfance? Mes premiers souvenirs? Je vous en supplie, tuez-moi maintenant. » Puis, soudainement, il s'effondra, sanglotant comme un enfant. Charcot s'approcha prudemment et l'entendit murmurer d'une voix brisée. « Il sait tout de moi maintenant, tout. Il peut être moi mieux que moi-même, alors à quoi bon vivre encore ?» Cette crise révéla à Charcot une dimension nouvelle et terrifiante de l'affaire. Les personnalités incarnées par son patient n'étaient peut-être pas simplement des masques qu'il revêtait. Elles semblaient conserver une forme de conscience, une mémoire de leur agonie, une révolte contre l'homme qui les avait dépouillés de leur identité. Si cette révélation vous donne des frissons, n'hésitez pas à liker cette vidéo et dites-moi en commentaire ce que vous pensez qu'il arrivait vraiment à ces hommes disparus. Dans les jours qui suivirent cette crise, Charcot observa d'autres manifestations troublantes. Parfois, au milieu d'une conversation parfaitement normale avec l'une des personnalités, l'expression du patient changeait brutalement. Ses yeux se révulsaient, sa voix devenait rauque et il prononçait quelques phrases terrifiantes. « Tu croyais pouvoir me faire taire? Je suis toujours là, dans ta tête, et je n'oublierai jamais ce que tu m'as fait. » Ces épisodes ne duraient que quelques secondes, mais ils glaçaient le sang de Charcot. On aurait dit que les victimes de Pierre Dubois tentaient de reprendre possession de leur identité volée, de se venger de celui qui les avait torturés et tués. L'hiver se prolongeait, et l'état mental du patient semblait se dégrader progressivement. Les transformations devenaient plus fréquentes, parfois plusieurs fois par jour. Charcot notait dans son journal que l'homme paraissait perdre le contrôle de ses métamorphoses. Les personnalités commençaient à se mélanger, créant des discours incohérents où se côtoyaient les souvenirs de plusieurs victimes. Un matin, il le trouva écrivant frénétiquement sur des feuilles de papier éparpillées dans sa chambre. Chaque feuille portait une écriture différente et chacune contenait des bribes de confessions terrifiantes. « Pierre m'a gardé 3 semaines dans sa cave. Il voulait tout savoir sur ma boutique, mes clients, mes habitudes. Il me réveillait la nuit pour me poser des questions. Quand j'ai refusé de répondre, il... » La phrase s'arrêtait là, l'écriture de l'horloger Blanchard cédant la place à celle du professeur Beaumont. Il connaît mes cours par cœur maintenant. Il sait même comment je corrigeais les copies de mes élèves. Il a passé des heures à m'observer, à m'imiter, à devenir moi. Et quand il a été sûr de pouvoir me remplacer, là encore, la phrase restait inachevée. Charcot rassembla toutes ces confessions fragmentaires et reconstitua peu à peu l'horreur de la méthode de Pierre Dubois. L'homme ne se contentait pas de tuer rapidement ses victimes. Il les enlevait, les séquestrait dans un lieu secret et passait des semaines, parfois des mois, à les étudier méthodiquement. Il les forçait à raconter leur vie dans les moindres détails, à répéter leurs gestes quotidiens, à révéler leurs secrets les plus intimes. Il s'entraînait à imiter leur voix, leur écriture, leur manière. Ils devenaient progressivement eux, absorbant leur identité comme une éponge absorbe l'eau. Et quand il était certain de pouvoir les remplacer parfaitement dans le monde, quand il avait volé non seulement leurs biens mais leur existence même, alors seulement il les éliminait. Mais le plus troublant dans cette reconstitution était la suggestion que les victimes restaient d'une certaine façon conscientes après leur mort, emprisonnées dans l'esprit de leur bourreau, condamnées à le voir vivre leur vie volée. Cette découverte transforma complètement la perception que Charcot avait de son patient.
Il ne voyait plus un malade mental, mais un monstre d'une espèce inconnue, un prédateur qui se nourrissait non pas de chair, mais d'identité humaine. La question était maintenant de savoir comment agir. Devait-il alerter les autorités? Mais quelles preuves pouvait-il fournir? Des confessions délirantes d'un homme officiellement interné pour troubles mentaux? Des écritures différentes qui pouvaient s'expliquer par l'hystérie, des témoignages sur des hommes disparus depuis des années, et puis l'homme qui se trouvait désormais dans sa chambre, était-il encore Pierre Dubois, le criminel? Ou n'était-il plus qu'une conscience éclatée, habitée par les fantômes de ses victimes, incapable de distinguer sa propre identité de celle qu'il avait volée? Au début de février 1864, Charcot prit une décision qui allait marquer le reste de sa carrière. Il décida de confronter directement son patient à la vérité qu'il avait découverte, quitte à provoquer une crise majeure qui pourrait révéler définitivement la nature de ce cas extraordinaire. Ce matin-là, l'homme se trouvait dans la peau de Félix Aumont, employé de banque qu'il incarnait depuis 3 jours avec une constance inhabituelle. Charcot entra dans la chambre avec un dossier épais sous le bras et 2 infirmiers en renfort, prêts à intervenir en cas de violence. Il s'assit face au patient et pendant quelques minutes laissa le silence s'installer, observant cet homme qui avait peut-être tué une 12aine de personnes et qui parvenait à incarner parfaitement chacune de leurs identités. Félix Aumont le regardait avec la politesse un peu craintive de l'employé face à l'autorité, sans rien laisser transparaître de la monstruosité qui se cachait peut-être derrière ce masque parfait. « Monsieur Aumont, » dit finalement Charcot d'une voix volontairement calme, « j'aimerais que vous me parliez de Pierre Dubois. » L'effet fut immédiat et saisissant. Pour la première fois depuis son internement, le patient marqua une hésitation visible. Son visage, jusqu'alors empreint de la sérénité bonhomme de l'employé modèle, se crispa imperceptiblement. Ses mains se crispèrent sur ses genoux, et Charcot remarqua une fine pellicule de sueur qui perlait à son front. « Je ne connais personne de ce nom, docteur, » répondit-il, mais sa voix avait perdu toute l'assurance tranquille qui la caractérisait depuis 3 jours. Un tremblement presque imperceptible la faisait vibrer. « Vraiment ?» insista Charcot en ouvrant son dossier. Pourtant, Pierre Dubois a travaillé chez l'antiquaire Lucien Maréchal. Vous vous souvenez de Lucien Maréchal, n'est-ce pas? Vous l'avez incarné pendant plusieurs jours, le mois dernier. Le patient se tassa légèrement sur lui-même, mais tenta encore de maintenir sa façade. Je ne comprends pas de quoi vous voulez parler, docteur. Je suis Félix Aumont, employé à la Banque de France. Je n'ai jamais entendu parler de cet antiquaire. Charcot sortit alors une première feuille de son dossier et commença à lire d'une voix méthodique. Pierre Dubois, né vers 1818, signalé pour la première fois aux autorités en 1854 pour vol à la tire. Employé temporaire chez l'horloger Théodore Blanchard en 1859, quelques semaines avant la disparition mystérieuse de ce dernier. À chaque nom cité, le patient semblait se recroqueviller un peu plus sur lui-même. Félix Aumont disparaissait progressivement, laissant transparaître quelque chose d'autre, de plus sombre et de plus torturé. Aide-copiste chez Maître Duval en 1861, en même temps qu'Amédée Fontaine. Guide bénévole pour Victor Chabrier en 1862. Assistant de Lucien Maréchal au printemps de la même année. Charcot marqua une pause et fixa intensément son patient. À chaque fois, Pierre Dubois était présent dans l'entourage de ces hommes. À chaque fois, ces hommes ont disparu mystérieusement. Et maintenant, vous les incarnez tous parfaitement. Les traits du patient se transformaient à vue d'œil. Sa posture changeait, ses expressions se succédaient rapidement, comme si plusieurs personnalités se battaient pour prendre le contrôle de son corps. Charcot vit passer sur son visage les mimiques de l'horloger, puis du professeur, puis du voyageur de commerce. « Arrêtez !» murmura l'homme d'une voix soudain différente, plus rauque, plus désespérée. « Arrêtez, je vous en supplie. Qui êtes-vous vraiment ?» demanda Charcot en se penchant vers lui. « Êtes-vous Pierre Dubois? Êtes-vous l'un de ses victimes? Ou êtes-vous quelqu'un d'autre ?» L'homme leva vers lui des yeux où se lisait une souffrance infinie. «
Je ne sais plus, docteur. Je croyais être Pierre au début, mais maintenant, ils sont tous là, dans ma tête. Ils me parlent, ils me racontent leur mort, ils me font revivre leur agonie. Parfois, je ne sais plus qui je suis vraiment. » Sa voix se brisa et il éclata en sanglots. « Vous voulez savoir la vérité ? La vérité, c'est que Pierre Dubois est mort lui aussi. Il est mort le jour où il a tué sa première victime et qu'il a voulu prendre sa place. Depuis, il n'y a plus personne. Plus que des fantômes qui se disputent un corps vide. » Charcot sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. La confession qui allait suivre dépasserait en horreur tout ce qu'il avait pu imaginer. « Au début, c'était simple, » continua l'homme d'une voix hachée. « Je volais, c'est tout. Mais un jour, j'ai rencontré Julien Berthier, un petit rentier qui vivait seul. Je l'ai cambriolé et au lieu de partir, je suis resté pour l'observer. Il était si prévisible, si ordinaire. Je me suis dit que je pourrais vivre sa vie à sa place. » Il marqua une pause, comme s'il rassemblait ses souvenirs épars. Je l'ai gardé dans ma cave pendant des semaines. Je lui faisais répéter sa vie encore et encore, ses souvenirs d'enfance, ses habitudes, ses peurs, ses rêves. Je voulais tout savoir. Et quand j'ai senti que je pouvais être lui mieux que lui-même. Il ne termina pas sa phrase, mais son regard disait tout. Après sa mort, j'ai vécu sa vie pendant 6 mois. J'habitais chez lui, je voyais ses amis, je gérais ses finances. Personne ne s'est douté de rien. C'est là que j'ai compris mon don. Charcot déglutit péniblement. Il assistait à la confession du plus terrifiant des criminels. Mais vivre la vie de Julien m'a changé, docteur. Ses souvenirs sont devenus les miens, ses peurs, ses joies, ses regrets. Tout s'est mélangé. Quand j'ai voulu redevenir Pierre Dubois, je n'y suis plus arrivé. Julien était devenu une partie de moi. L'homme leva vers Charcot des yeux remplis d'une folie lucide. Alors, j'ai recommencé. Encore et encore. Chaque nouvelle identité que je volais venait s'ajouter aux autres. Théodore, Claude, Eugène, Lucien. Tous ces hommes continuent de vivre en moi. Et moi, Pierre Dubois, je me suis perdu au milieu d'eux. Il se mit à rire, d'un rire brisé qui fit frissonner les infirmiers. Vous comprenez maintenant pourquoi je ne peux pas dormir. Ils me parlent tous en même temps. Ils me racontent leur agonie. Ils me supplient de les laisser partir. Ils me maudissent pour ce que je leur ai fait. La nuit, c'est un concert de voix qui ne s'arrête jamais. Charcot réalisa avec horreur qu'il se trouvait face à un criminel d'un genre totalement nouveau. Pas seulement un assassin, mais quelqu'un qui tuait les gens pour s'approprier leur existence même, leur identité, leurs souvenirs, et qui avait fini par se perdre lui-même dans cette collection macabre d'âmes volées. « Combien ?» demanda-t-il dans un souffle. « Combien de victimes ?» L'homme compta sur ses doigts avec l'application d'un comptable. 15, non 16, peut-être 17. Je ne sais plus très bien. Leurs souvenirs se mélangent parfois. Il y a eu Julien au début, puis Robert, puis Antoine. Il énumérait les noms comme une litanie. Et Charcot réalisa que seule une partie de ses identités avait été incarnée à l'hôpital. Combien d'autres victimes restaient enfouies dans les profondeurs de cet esprit brisé? « Où sont les corps ?» demanda Charcot, bien qu'il redoutât la réponse. « Partout, nulle part. Certains dans la Seine, d'autres dans les carrières de Montmartre, quelques-uns dans des caves murées. Je ne me souviens plus de tout. Leurs fantômes ne me laissent pas de répit pour réfléchir. » L'homme s'effondra soudain, recroquevillé sur lui-même. « Aidez-moi, docteur, aidez-moi à faire taire ces voix. Je n'en peux plus d'être tous ces gens à la fois. Je veux juste redevenir moi-même, si je peux encore me rappeler qui j'étais. » La confession de l'homme aux 1000 visages plongea Charcot dans un dilemme moral et légal sans précédent. Devait-il livrer ce criminel à la justice? Pouvait-il prouver ses accusations terrifiantes? Et surtout, cet homme était-il encore responsable de ses actes, lui qui semblait avoir perdu toute cohérence mentale? Car au cours des jours suivants, Charcot assista à une dégradation progressive et terrifiante de son patient. Les personnalités se succédaient de plus en plus rapidement, parfois plusieurs fois dans la même journée. L'homme semblait perdre tout contrôle sur ses transformations, passant du militaire Henri Valéry au professeur Claude Beaumont,
puis au voyageur Victor Chabrier en l'espace de quelques heures. Mais le plus troublant était que ces identités commençaient à coexister simultanément. Charcot trouvait parfois le patient en train de tenir des conversations à voix haute avec lui-même, incarnant tour à tour différents personnages qui semblaient se disputer ou se lamenter. Un matin de février, il le découvrit recroquevillé dans un coin de sa chambre, parlant tout seul d'une voix hachée qui changeait d'intonation toutes les quelques secondes. « Tais-toi, Henri, c'est mon tour de parler maintenant. Non, Claude, tu as déjà raconté tes souvenirs hier. Laissez-moi finir ma phrase, vous autres. Eugène, personne ne t'a demandé ton avis. Silence. » Le dernier mot avait été hurlé avec une violence qui fit accourir les infirmiers. L'homme s'était effondré sur le sol, apparemment épuisé par ce combat intérieur permanent entre toutes les identités qui l'habitaient. « Il n'arrête jamais », gémit-il en voyant arriver Charcot. « Même quand je dors, ils continuent de parler. Ils veulent tous revivre, tous raconter leur histoire, tous reprendre leur place dans le monde. Mais il n'y a qu'un seul corps pour tous. » Charcot comprit alors que son patient était en train de sombrer définitivement dans la folie. Le poids de toutes ces identités volées était en train de détruire ce qui restait de sa personnalité originelle. L'homme qui avait été Pierre Dubois disparaissait progressivement, englouti par ses propres victimes. Cette réalisation plaça Charcot face à un dilemme éthique d'une complexité inouïe. Avait-il le droit de livrer aux autorités un homme qui n'était peut-être plus que l'ombre de lui-même, possédé par les âmes de ses victimes? Et comment expliquer à un procureur que le criminel qu'il recherchait avait en quelque sorte été tué par ses propres crimes? Il prit une décision qui allait hanter le reste de sa carrière médicale. Plutôt que de signaler cette affaire aux autorités judiciaires, il choisit de garder cet homme à la Salpêtrière, officiellement comme cas d'étude psychiatrique exceptionnelle. Il rédigea un rapport médical qui attribuait les symptômes observés à une forme grave d'hystérie masculine avec dédoublement de personnalité, sans mentionner les véritables crimes qui en étaient l'origine. Cette décision n'était pas motivée par une quelconque sympathie pour le criminel, mais par la conviction scientifique que ce cas unique pouvait apporter des éclairages précieux sur le fonctionnement de l'esprit humain. Et puis, l'état mental du patient était devenu tel qu'il ne représentait plus aucun danger pour la société. Les semaines suivantes confirmèrent la sagesse de cette décision. L'homme sombra progressivement dans un état de confusion mentale totale. Les transformations personnelles devinrent si fréquentes et si rapides qu'il était impossible de savoir quelle identité dominait à un moment donné. Parfois, au milieu d'une phrase, sa voix changeait, son expression se modifiait, et il continuait de parler comme s'il était devenu quelqu'un d'autre. Charcot documenta méticuleusement cette dégradation. Il observa que le patient avait développé une forme d'écriture automatique particulièrement troublante. Il pouvait rédiger simultanément plusieurs lettres avec des écritures différentes, comme si plusieurs personnalités utilisaient sa main en même temps. Ces documents, conservés dans les archives de Charcot, révélaient des dialogues internes d'une complexité fascinante et terrifiante. Dans l'un de ces textes, on pouvait lire en alternance, avec 3 écritures distinctes, « Pierre, pourquoi nous as-tu fait cela ?» Écriture de Claude Beaumont. « Je voulais seulement vivre vos vies, être quelqu'un d'autre que moi. » Écriture tremblée, probablement Pierre Dubois. « Mais nous étions heureux dans nos existences. Vous n'aviez pas le droit. » Écriture d'Henri Valéry. Et ainsi de suite, pendant des pages entières, comme si les morts tenaient un procès posthume à leur assassin. Au printemps 1864, l'état du patient se stabilisa dans ce que Charcot appela dans ses notes un chaos organisé de personnalités. L'homme avait trouvé une forme d'équilibre précaire en laissant chaque identité s'exprimer selon un rythme régulier. Charcot établit un tableau de correspondance qui lui permettait de prévoir quelle personnalité serait dominante à quel moment de la journée. Le matin, c'était généralement Henri Valéry qui émergeait, avec sa discipline militaire et sa ponctualité. L'après-midi appartenait souvent au professeur Claude Beaumont, qui récitait des passages de latin ou corrigeait d'imaginaires devoirs d'élèves.
Le soir était le domaine d'Eugène Morillon, qui rédigeait des rapports administratifs fictifs avec un soin maniaque. Mais même dans cette relative stabilité, des signes inquiétants persistaient. Le patient parlait souvent de Pierre à la troisième personne, comme d'une présence lointaine et menaçante. Il affirmait que Pierre tentait encore de reprendre le contrôle, mais que les autres identités l'en empêchaient. « Nous ne le laisserons plus faire de mal », expliquait-il parfois à Charcot. « Nous sommes plus nombreux que lui maintenant. Il ne peut plus nous tuer une seconde fois. » L'été 1864 apporta un changement majeur dans l'évolution du cas. Le patient commença à manifester des connaissances et des souvenirs qui ne correspondaient à aucune des identités documentées par Charcot. Il parlait parfois de lieux qu'il n'était jamais supposé avoir visités, évoquait des événements auxquels aucune de ses personnalités connues n'avait participé. Charcot réalisa avec effroi que son patient hébergeait probablement les identités d'autres victimes, des hommes dont il n'avait jamais manifesté les personnalités de façon évidente. Combien de vies Pierre Dubois avait-il réellement détruites? Combien d'âmes erraient dans les profondeurs de cet esprit brisé? Cette découverte amena Charcot à entreprendre une dernière enquête, plus discrète encore que les précédentes. Il rechercha systématiquement dans les archives policières parisiennes tous les cas de disparition mystérieuse d'hommes seuls survenus entre 1850 et 1862. Ce qu'il découvrit le glaça. Pas moins de 28 cas correspondaient au profil des victimes de Pierre Dubois. 28 hommes d'âge mûr, célibataires ou veufs, de conditions modestes, mais possédant quelques économies, qui avaient disparu sans laisser de traces au cours de ces 12 années. Tous habitaient Paris ou sa banlieue proche. Tous avaient des habitudes régulières qui rendaient leur absence rapidement remarquable. Et pour aucun, les autorités n'avaient trouvé d'explication satisfaisante. Si seulement 15 ou 16 de ces identités s'étaient manifestées clairement chez le patient, cela signifiait que plus d'une dizaine d'autres victimes restaient enfouies dans son inconscient, peut-être trop traumatisées par leur agonie pour pouvoir s'exprimer. Cette révélation transforma complètement la perception que Charcot avait de son patient. Il ne voyait plus seulement un criminel devenu fou, mais une sorte de cimetière vivant. Un réceptacle de toutes ces existences interrompues qui continuaient à hanter le monde des vivants à travers ce corps unique. L'automne 1864 marqua le début de la phase finale de cette extraordinaire affaire. Le patient, dont l'état physique s'était progressivement dégradé au cours des mois précédents, montra des signes d'épuisement extrême. Il maigrissait à vue d'œil, comme si porter toutes ces identités constituait un fardeau trop lourd pour son organisme. Les transformations devinrent moins nettes, les personnalités moins distinctes. On aurait dit que les différentes identités se fondaient progressivement en une entité unique, hybride, qui n'était plus vraiment ni Pierre Dubois, ni aucune de ses victimes. Charcot notait dans son journal « Le patient semble avoir atteint un stade terminal de ce que j'appellerais dissolution identitaire. Les personnalités individuelles s'estompent au profit d'une conscience collective qui intègre des fragments de toutes les existences qu'il a volées. Il devient un être unique en son genre, ni vivant ni mort, ni lui-même, ni les autres. C'est dans cet état crépusculaire que l'homme vécut ces derniers mois. Il passait de longues heures assis à sa fenêtre, regardant la cour de l'hôpital avec des yeux où se lisait une tristesse infinie. Parfois, il murmurait des noms, probablement ceux de toutes ses victimes, comme une litanie expiatoire. Charcot s'attacha à cet homme malgré l'horreur de ses crimes. Il y avait quelque chose de tragique dans ce destin, dans cette solitude absolue d'une âme qui avait voulu être tout le monde et qui n'était finalement plus personne. Le 23 février 1866, par une matinée glaciale où la neige recouvrait Paris, le patient fut trouvé mort dans son lit. Il était décédé paisiblement dans son sommeil, le visage serein pour la première fois depuis son internement. Sur sa table de nuit, Charcot trouva une lettre rédigée d'une écriture qui ne correspondait à aucune des identités connues. « Docteur Charcot, nous partons enfin. Nous avons trouvé la paix ensemble, Pierre et nous tous. Merci de nous avoir gardés. Merci de nous avoir écoutés. Nous espérons que notre histoire servira à comprendre les mystères de l'âme humaine. »
Nous vous laissons nos secrets. Faites-en bon usage. La lettre était signée d'une vingtaine de noms, ceux de toutes les victimes de Pierre Dubois, y compris celles qui ne s'étaient jamais manifestées clairement. Charcot fit enterrer le corps sous le nom de Pierre Dubois, dans le carré des indigents du cimetière du Père-Lachaise. Sur la tombe simple, il ne fit graver aucune épitaphe. Comment résumer en quelques mots une existence si complexe, si terrible, si unique? Mais l'histoire ne s'arrêta pas avec cette mort apparemment paisible. En 1895, presque 30 ans plus tard, lors de travaux de rénovation dans l'ancien service de Charcot à la Salpêtrière, des ouvriers découvrirent, dans les combles de l'aile ouest, une malle soigneusement dissimulée derrière une cloison. Cette malle contenait un véritable trésor macabre. Des centaines de documents personnels, lettres, photographies, objets précieux, papiers d'identité. Tous appartenaient aux hommes disparus entre 1850 et 1862. Chaque identité était représentée par un dossier complet, comme si Pierre Dubois avait constitué une collection systématique de ses trophées. Mais le plus troublant était un carnet relié de cuir noir, rédigé entièrement de la main de Pierre Dubois lui-même. On y trouvait des notes détaillées sur ses méthodes, ses observations psychologiques sur chacune de ses victimes, et surtout, une liste complète de 43 noms d'hommes avec leurs adresses, leurs habitudes, leurs faiblesses. Seuls 15 ou 16 de ces noms correspondaient aux identités que le patient avait incarnées à l'hôpital. Les 27 ou 28 autres restaient un mystère. Avaient-ils été ses victimes précédentes, tuées avant qu'il ne développe sa capacité d'incarnation? Ou ses cibles futures, dont la mort de leur bourreau avait sauvé l'existence? L'enquête discrètement menée par la police révéla que plusieurs de ces hommes avaient effectivement disparu entre 1845 et 1854, soit bien avant les cas documentés par Charcot. D'autres étaient encore vivants en 1895, mais confirmèrent avoir été approchés par un certain Pierre Dubois dans les années 60. Cet homme avait donc peut-être sévi pendant plus de 20 ans, perfectionnant sa méthode monstrueuse, collectionnant les identités humaines avec la passion d'un entomologiste pour les papillons rares. Le carnet révélait également l'existence d'un repère secret, une cave située dans les anciennes carrières de Montmartre, aménagée pour séquestrer et torturer ses victimes. Quand les autorités explorèrent ce lieu, elles découvrirent des restes humains, des instruments de torture artisanaux, et des murs couverts de graffitis désespérés laissés par les prisonniers. Mais surtout, elles trouvèrent une bibliothèque macabre, des dizaines de cahiers dans lesquels Pierre Dubois avait consigné méthodiquement les confessions arrachées à ses victimes. Chaque homme avait été forcé de raconter sa vie dans les moindres détails, de révéler ses secrets les plus intimes, de décrire ses habitudes les plus privées. Ces témoignages constituaient la matière première que Dubois utilisait ensuite pour incarner parfaitement ses victimes. Le dossier complet fut immédiatement classé secret par les autorités de l'époque, soucieuses d'éviter un scandale qui aurait entaché la réputation de la médecine française et de l'hôpital de la Salpêtrière. Le préfet de police de l'époque écrivit dans un rapport confidentiel: cette affaire révèle l'existence d'un type de criminalité totalement nouveau, d'une perversité qui dépasse l'entendement. Il convient d'en limiter la diffusion pour éviter que de tels actes ne donnent des idées à d'autres esprits dérangés. Charcot lui-même, devenu entre-temps une figure majeure de la neurologie internationale, n'évoqua jamais publiquement cette affaire. Il se contenta de quelques allusions voilées dans ses cours sur l'hystérie masculine, parlant de cas exceptionnels de dédoublement de personnalité, sans jamais révéler la véritable nature criminelle de son patient le plus mystérieux. Dans ses mémoires privées, découvertes après sa mort en 1893, il écrivit « J'ai rencontré au cours de ma carrière bien des formes de folie, mais jamais rien d'aussi troublant que ce cas de 1863. Cet homme était-il un criminel devenu fou, ou un fou devenu criminel? Je ne le saurai jamais. Ce que je sais, c'est qu'il m'a appris que l'âme humaine recèle des abysses que notre science n'est pas encore prête à explorer.
Aujourd'hui encore, dans les archives secrètes de l'hôpital de la Salpêtrière, un dossier médical porte le nom de Pierre Dubois, officiellement décédé le 23 février 1866 d'une affection neurologique dégénérative d'origine inconnue. Seuls quelques rares initiés, chercheurs spécialisés dans l'histoire de la psychiatrie, connaissent la véritable nature de cette maladie, l'impossibilité pour un homme de porter en lui l'âme, la mémoire et l'identité de tous ceux qui l'avaient assassiné. Le carnet de Pierre Dubois, conservé dans les archives de la préfecture de police, contient encore des secrets non élucidés. Certains noms de la liste n'ont jamais été identifiés, certaines méthodes décrites restent incompréhensibles, certains lieux mentionnés n'ont jamais été retrouvés. Il est possible que d'autres victimes reposent encore dans des caches secrètes de Paris et de sa banlieue. Et parfois, selon les témoignages de quelques employés de nuit particulièrement superstitieux, on entend encore dans les anciens bâtiments de la Salpêtrière des voix multiples qui se disputent et se lamentent, comme si les victimes de l'homme aux 1000 visages cherchaient encore à retrouver leur identité perdue, comme si Pierre Dubois continuait quelque part à porter le fardeau de toutes les vies qu'il avait volées, car la véritable question que pose cette affaire extraordinaire n'est pas seulement celle du crime et du châtiment, mais celle de la nature même de l'identité humaine. Qu'est-ce qui fait que nous sommes nous-mêmes, nos souvenirs, nos habitudes, nos secrets? Et si quelqu'un s'appropriait tout cela, que resterait-il de notre existence propre? Pierre Dubois avait tenté de répondre à cette question de la façon la plus monstrueuse qui soit. Sa folie finale était peut-être la seule réponse possible. On ne peut pas vivre la vie des autres sans perdre la sienne. On ne peut pas s'approprier l'identité d'autrui sans voir sa propre identité se dissoudre dans ce vol sacrilège. Vous croyez que tout a été révélé dans cette histoire? Commentez ci-dessous ce que vous en pensez. Abonnez-vous à cette chaîne et partagez cette histoire avec ceux qui aiment les mystères sombres du passé. Car après tout, qui peut affirmer avec certitude qu'un tel monstre n'a jamais existé? Les archives officielles sont parfois si incomplètes, et certains secrets si bien gardés. Et qui sait si, quelque part dans les méandres de l'histoire, d'autres Pierre Dubois n'ont pas sévi en silence, collectionnant les identités humaines comme des papillons épinglés dans une boîte, laissant derrière eux, non pas des cadavres, mais des absences, des trous dans la trame du monde, des existences qui ont simplement cessé d'être sans que personne ne comprenne vraiment pourquoi.